Bien, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai déjà deux petites difficultés. La première, c'est qu'il est toujours difficile d'intervenir après des conférenciers de la qualité de M. Lagadec et de Mme Bourrien. La deuxième, c'est qu'on me rappelait gentiment que je n'avais que 10 minutes pour exposer la difficulté de la gestion des ressources humaines en matière de crise. Saurais-je m'en sortir? Je le souhaite et je l'espère. Très bien. Ressources humaines en temps de crise, la grande inconnue. Quand je fais face à une interrogation de cet ordre-là et que je n'ai pas forcément la réponse, je me retourne vers les sages de ce monde pour savoir ce qu'ils en ont dit. Et la meilleure citation que j'ai trouvée, c'est celle-là. Elle vient de Martin Luther King, que tout le monde connaît. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défi. Je pense que cette citation s'inscrit parfaitement dans l'échange que nous avons aujourd'hui sur la gestion des crises. Alors, so what, comme disent les anglo-saxons, quoi faire? Rester contemplatif et attendre que la crise veuille bien partir. Ce n'est pas possible. Certains dans la salle ont eu la gentillesse de reconnaître que j'étais également dans le management sportif. Et quelle est la devise des sportifs? La meilleure défense, c'est l'attaque, exactement. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, il faut préparer la relance. Le ralentissement des activités de l'entreprise peut constituer un bon moment pour repenser les orientations et son positionnement face au marché. Comment faire? On parle de planification stratégique. Dans la planification stratégique, le premier élément, c'est la vision. Quelle vision dans cette situation qui semble vouloir perdurer? La vision, bien sûr, on a 4 compagnons. Un qui s'appelle la mission, c'est-à-dire le métier de l'organisation, il faut bien le définir pour savoir en quoi consiste notre métier. En partant de l'organisation et en allant jusqu'à l'individu, par une description de poste aussi justicieuse que possible. Votre batterie est faible, est à 9%, mais ce n'est pas de moi. Bien, on va attendre patiemment qu'on rebranche l'ordinateur, si vous le permettez. En fait, je peux aussi continuer en disant qu'il nous faut une mission, il faut savoir en quoi consiste nos métiers. C'est bien de dire aux gens, voilà où je veux aller. Et il faut le faire, parce que ceux qui ne savent pas où ils vont, il vaut mieux qu'ils restent chez eux. Il faut qu'on connaisse notre destination finale. Et donc, il nous faut une vision. Mais quelle vision dans un monde connu pour être géré dans l'urgent et l'incertain? Certains disaient, bon, une vision sur 5 ans, ce serait très bien. D'autres disent, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et on ramène cette vision vers 3 ans. Et je crois que 3 ans, c'est un minimum. Mais les courageux, il faudrait qu'ils aient quand même une vision sur les 5 prochaines années. Après, avec la mission, on a aussi les valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le QIEM. Les valeurs, c'est-à-dire, est-ce que nous allons réaliser cette vision envers et contre tout? Non, ce n'est pas possible. Il nous faut des garde-fous. Nous ne pouvons pas réaliser cette vision de n'importe quelle manière. Donc, et cette approche de vision, mission, valeur, c'est ce qu'on appelle le VMV. Chez les anglo-saxons, ils appellent ça Vision, Mission, Values. La bonne société, c'est celle qui a une protection, une ombrelle. Et cette ombrelle, ce serait ce VMV, Vision, Mission, Valeur. Oui, mais on dit aussi que les 2 autres compagnons en matière de compétences managériales sont l'innovation et l'initiative. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On a suffisamment insisté aujourd'hui sur le fait que l'innovation est notre compagnon de tous les jours. Les entreprises qui ne seront pas innovées dans les 5 prochaines années vont disparaître. Et puis, à côté de l'innovation, il faut aussi avoir de l'initiative. C'est très bien qu'on mette en place une vision. Ça, c'est le rôle du top management. Il va s'asseoir, il va se faire accompagner par des conseillers, on va mettre en place une vision sur 5 ans. Quelle est la stratégie qui va nous permettre de réaliser cette vision? Parce qu'en fait, la vision n'est qu'un beau rêve. Donc, la stratégie, c'est ce que nous allons mettre en place pour transformer ce rêve en réalité. Quelle est la stratégie à mettre en place au business? Oui, mais on a beau mettre en place une vision, on a beau mettre en place une stratégie business, il nous faut des hommes et des femmes. J'ai lu récemment une citation qui disait l'élément humain, nouveau capital de l'entreprise. Ce en quoi je ne suis pas d'accord. L'élément humain, c'est le premier capital de l'entreprise. Le seul inconvénient qu'on a par rapport à ça,
c'est que ce capital humain n'est pas inscrit sur les livres. Il faudra peut-être qu'un jour ou l'autre, on y pense et qu'on dise, voilà la valeur humaine d'une entreprise. Donc, quelle stratégie? Ressources humaines par rapport à la stratégie business, c'est-à-dire qu'est-ce que nous allons avoir comme compétences managériales, et on parle de compétences requises, pas de compétences acquises, les compétences acquises d'aujourd'hui. D'autres personnes y ont pensé il y a 5 ans de cela pour nous dire, voilà les compétences qu'il nous faut pour 2013. Maintenant, il faudrait qu'on pense à quelles sont les compétences qu'il nous faut pour la vision qui sera, bien sûr, à moyen ou long terme. Pour stratégie ressources humaines, c'est il faut mettre en place une veille maintenance des emplois sensibles. C'est quoi les emplois sensibles? C'est des emplois que j'ai aujourd'hui. Et comme on sait que pour l'emploi, ce qui s'applique à toute chose dans ce monde-là, c'est le cycle de vie. Un emploi se crée, se développe, stagne et périclite. Et donc, il y a des emplois d'aujourd'hui qui demain forcément ne seront pas nécessaires parce que les emplois sensibles sont bien sûr concernés par la technologie. Et on dit, Mercer, qui est un grand cabinet que vous connaissez certainement, a dit que les grandes difficultés des entreprises dans les 5 prochaines années, c'est d'abord la concurrence, elle va être de plus en plus forte, la taille des entreprises, elles vont être de plus en plus grandes, et la troisième difficulté, c'est la technologie. Elle sera de plus en plus rapide. On a même dit que la technologie a évolué pendant les 5 dernières années plus vite que pendant les 50 dernières années. Est-ce que la technologie va cesser d'évoluer? Non. Qu'est-ce qu'on va dire demain? Elle a évolué cette année plus vite que pendant les 5 dernières années. Et après-demain. Vous voyez? Donc, cette maintenance des emplois sensibles est très importante. Il faut faire une veille maintenance. Il faut aussi une veille stratégique. Parce qu'il y a des emplois qui vont se créer à terme et que je n'ai pas aujourd'hui. Lesquels? Et c'est ça la responsabilité du management. La responsabilité du management d'aujourd'hui, ce n'est pas de mettre la main à la pâte et d'aider les autres. C'est de se libérer des cases, de réfléchir pour dire comment est-ce que je peux faire que cette organisation soit pérenne. Plan de succession pour les emplois clés. Oui. J'ai aujourd'hui des gens d'une grande responsabilité dans l'organisation, et probablement parce qu'ils seront atteints par la limite d'âge, vont s'en aller. Comment est-ce que je peux garder le savoir dans l'organisation? Les gens peuvent partir s'ils veulent, mais là, le savoir doit rester dans l'organisation. Et c'est une des devises des Japonais que vous connaissez certainement bien, ce qu'on appelle le senpai kohai, le transfert du savoir. Les Japonais, quand quelqu'un part avec un savoir pointu, sans l'avoir transféré, est considéré comme un voleur. Et puis, le partage du savoir pour les emplois critiques. Et bien, quand on a mis en place tout ça, une vision, une stratégie business, une stratégie ressources humaines, en pensant à tous ces aspects-là, ben à ce moment-là, c'est le middle management qui intervient dans cette ligne-là. Quelle est l'organisation la plus profitable pour l'organisation aujourd'hui? L'organigramme, l'organisation chart, comme on dit. Et donc, il faut une adéquation post-personne, right person, right place, et on ajoute aussi right time, une description de poste. Les 3 R, c'est-à-dire savoir recruter juste, ne pas se tromper de casting. Si on se trompe de casting, c'est un héritage à vie, et on revire des difficultés énormes. Il faut savoir rémunérer correctement pour mettre en place cette équité, ou cette triple équité, qui est interne, externe et financière. Et puis le 3e R, c'est savoir retenir. La responsabilité d'un manager aujourd'hui, c'est bien de se recruter, former ses collaborateurs, les faire grandir, et surtout de savoir les garder. Puis la direction par objectif, avec un what et un how, c'est-à-dire des objectifs résultats, mais aussi le how, c'est les compétences managériales qu'on doit mettre en place pour accompagner les objectifs résultats, puis un coaching, ce qu'aussi on appelle une gestion de proximité ou des tableaux de bord, une évaluation des performances, une rétribution, ce qu'on appelle, et je trouvais que le mot reward était mieux indiqué que rétribution. Comment on peut créer cette émulation chez les collaborateurs, puis le parcours professionnel qui n'est plus jamais fixé par l'organisation, mais par l'individu lui-même. C'est l'individu qui doit savoir où il doit aller. L'organisation est là pour l'aider à réaliser ce souhait. Et puis les plans d'action. Les plans d'action, c'est le day-to-day business, c'est le travail de tous les jours. Ulrich, déjà en 1999, c'est pas vieux, la crise dure comme là,
si bien indiqué M. Lagadec, dure depuis 2008. En 1999, Ulrich, en tant que visionnaire, a dit que la gestion des ressources humaines concerne 4 aspects. Si on est orienté sur le futur et la stratégie, comme je l'ai expliqué, et on focalise sur la gestion des personnes, nous devons initier et accompagner le changement, pas accompagner le changement. Le mot qui vient avant est très intéressant. Il ne faut pas attendre que le changement soit là pour dire je l'accompagne. Est-ce que j'ai cette capacité à initier le changement et à le mettre en place? Accompagner le changement, formation, développement des compétences et des talents. Si je suis focalisé sur le futur et la stratégie, je ne dis pas si, le si est de trop, je dois l'être en tant que gestionnaire de ressources humaines, parce que quand on parle de DRH, la DRH, c'est une fonction qui est connue pour être une fonction incomplétude. C'est-à-dire, le DRH ne fait pas tout dans l'organisation. Il met en place des procédures, derrière leur application, il fait des audits, mais tous les managers de l'organisation doivent mettre en place les procédures préconisées. Alors, il faut qu'il soit, dans ce cas-là, le partenaire de la stratégie de l'entreprise au quotidien, c'est-à-dire que le DRH doit être un business partner qui doit créer de la richesse et une valeur ajoutée. Maintenant, bien sûr, on doit y orienter sur le futur, mais on doit avoir un œil sur le quotidien. Orientation sur le présent, le quotidien, l'opérationnel. Et donc, à ce moment-là, si je suis sur le quotidien et focalisation sur les personnes, il faut être le coach des collaborateurs, il faut les accompagner, renforcer la motivation, surveiller le baromètre social. Et puis, si je suis sur les processus, c'est l'administration, administrer efficacement le quotidien, c'est-à-dire le day-to business, le travail de tous les jours. Comment a évolué cette réflexion de Ulrich après la crise? On lui a gardé, à la gestion des ressources humaines, on lui a gardé dessus cette fonction et on l'a enrichi, bien sûr, en tenant compte de ce que la crise a apporté de bon et de mauvais. Il y a eu une réflexion à ce sujet lors d'une conférence qui s'est tenue à Rennes en novembre 2010, juste au lendemain de la crise des subprimes, qui est bien sûr, et cette vague a déferlé sur les autres continents. En période de sortie de crise, le DRH aura encore plus un rôle de business partner. Donc, il faut qu'il connaisse le business de l'organisation. Il faut qu'il jongle avec les fonctions de l'organisation pour savoir ce dont l'organisation a besoin aujourd'hui et demain. Totalement d'accord, plutôt d'accord, assez d'accord. Oui, pas du tout d'accord, uniquement 11%. Donc, tout le monde est d'accord sur le fait que le DRH va continuer à avoir, en sortie de crise, un rôle de business partner, sera plus impliqué dans son rôle stratégique. Oui, quand la stratégie business est là, la question est de savoir quels sont les hommes et les femmes sur lesquels je peux compter pour la réalisation de stratégie business. Il n'y a que 10,9% qui ne sont pas du tout d'accord. Est-ce qu'il sera plus reconnu dans son rôle stratégique? Oui. Le DRH n'a pas un strapontin dans l'organisation. Il est en plein dans le comité de direction. Il a un rôle très important. Seulement 10,9% n'étaient pas du tout d'accord, mais tout le reste était soit d'accord, plutôt d'accord ou totalement d'accord. Et c'est une enquête qui a été menée auprès de CEO, de Chief Executive Officers, des grands patrons d'organisation, et de DRH. Est-ce qu'il développera son rôle de conseiller auprès des managers? Oui. Totalement d'accord, 30%. 50% plutôt d'accord et 12% assez d'accord. Seulement 5,5% estiment qu'il ne pourra pas développer ou ne développera pas son rôle de conseiller auprès des managers. Sera toujours un accompagnateur des salariés. Oui. 30%, 47%, 16%, seulement 5,5% estiment qu'il ne jouera pas ce rôle-là. Sera un facilitateur social dans la relation avec les autres partenaires de l'organisation et notamment les organisations syndicales, par exemple, dans les négociations, etc. Vous voyez, 4,5% estiment qu'il ne pourra pas jouer ce rôle-là ou il n'aura pas la capacité de le faire, aura un rôle accru pour plus de conseils et de communication. Et oui, je pense que c'est évident, seulement 7,3% ne seraient pas tout à fait d'accord et tout le reste est d'accord. Et on insiste sur le fait que la communication est une compétence must-have, qu'elle doit exister dans l'organisation, particulièrement en période de crise, parce qu'on dit qu'une organisation qui ne communique pas est une organisation muette. Alors muette, tout à l'heure, M. Lagadec dit au lieu de murs, il faut construire des passerelles.
Il faut qu'on puisse communiquer les uns et les autres. Alors, les 5 logiques du management de ressources humaines. La personnalisation. Il faut s'ingénier. Si j'ai des talents dans l'organisation, je ne peux pas les gérer de la même manière que tout le monde. Il va falloir que je mette en place un GLDP, un Global Leadership Development Program, c'est-à-dire pour avoir une gestion personnalisée pour les talents de l'organisation, et pas uniquement les talents. Il faut avoir une gestion personnalisée pour toutes les catégories dans l'organisation, aussi bien les talents, ce qu'on appelle les tall poppies ou les aigles, et aussi pour les piliers, les réserves, et éventuellement les BM sans W. Vous les connaissez, les BM sans W? C'est les branches mortes. Deuxième logique, l'adaptation. Donc, il faut faire preuve d'une grande flexibilité quantitative, externe ou quantitative interne, par des CDD, des heures supplémentaires, qualitative, salariale. Il faut aussi que la partie, dans ce qu'on appelle la valeur ajoutée du compte d'exploitation, n'excède pas la part qui doit normalement revenir au salaire, parce que la valeur ajoutée, c'est ce qui permet de rétribuer aussi bien le personnel que l'État, que les actionnaires. La part salariale ne peut pas déborder sur celle de l'État. L'État va vouloir recevoir ce qui lui est dû. Donc, si la part salariale doit déborder dans la valeur ajoutée, elle va déborder forcément sur les investissements et sur le capital. Et les actionnaires n'attendront pas qu'on touche à leur capital pour réagir. Troisième logique, la mobilisation. Ce qui suppose un climat social favorable, très important. On ne cesse pas de nous dire prenez la température du climat social tous les jours. Bon climat, bon résultat. Mauvais climat, je vous laisse deviner la suite de la phrase. Un dialogue social, absolument. Une culture d'entreprise, des projets communs, un sentiment de cohésion et de synergie. L'anticipation, c'était le thème d'aujourd'hui, l'innovation sociale. Il faut que la DRH et les gestionnaires de ressources humaines soient capables d'apporter quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Et puis la cinquième logique, c'est le partage. Le concept tous DRH, c'est un concept assez vieux, mais qui est toujours d'actualité, de Peretti, qui est une référence en France de la gestion des ressources humaines, signifie que tout le monde va accomplir certaines missions des ressources humaines, les managers, les salariés et le reste. Avant-dernier diapo, en GRH, il faut apprendre à, donc il faut avoir le courage de gérer les potentiels, les talents et les compétences, et non plus les fonctions sur un organigramme. Je pense que vous avez retenu ce qu'avait dit M. Lagadec à ce sujet. La notion de talent ne se limite pas aux seuls dirigeants ou au potentiel. Il faut rechercher les talents et les compétences dans tous les niveaux de l'organisation. Aussi bien chez les ouvriers, c'est les manœuvres, c'est les dirigeants, chez les cadres, etc., qui sont ces talents. Il ne faut pas se contenter à les rechercher dans une certaine sphère au sein de l'organisation. Gérer de l'autonomie, au-delà des hiérarchies et des procéduralités, une autonomie canalisée, bien sûr, par un projet fédérateur commun. On ne peut pas aller dans tous les sens. Il faut qu'il y ait une synergie dans l'action de l'organisation, mais il faut laisser suffisamment d'autonomie aux gens parce qu'ils pourraient venir avec des idées auxquelles nous ne pensions pas nous-mêmes. Gérer les capacités plus que les performances. Une entreprise, c'est d'abord la parfaite maîtrise d'un métier, une volonté farouche de s'accomplir et la force intérieure de dire ouais. Le président Clinton, lors de la conférence de dimanche dernier, a dit que les gens de son entourage, ce qu'ils regrettaient le plus, c'est quand ils avaient une possibilité de ne pas l'avoir tenté. Gérer la créativité, faut-il insister là-dessus? Je pense que ce n'est pas nécessaire. Gérer par réseau, plus que par hiérarchie, ceux qui détiennent le pouvoir doivent s'effacer devant ceux qui font l'autorité. C'est celui qui sait qui décide, plus celui qui signe. Et puis gérer la qualité de vie, plus que des rémunérations. L'argent est un facteur d'hygiène et pas de motivation. Et puis je terminerai avec une autre citation qui est aussi intéressante, qui vient de Sénèque, qui a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Sénèque, vous le connaissez, c'est un monsieur qui a vécu, enfin un philosophe qui a vécu dans l'opulence
et qui est mort dans les atroces les pires. Merci beaucoup pour votre attention.